C'est une journée très stimulante. On a eu beaucoup de choses sur quoi réfléchir. Je ne peux pas prétendre de pouvoir tout résumer parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Je vais juste mettre en valeur certains points que j'ai retenus des présentations depuis ce matin, en commençant par couche-couche, comment cela s'est produit. Mais ce que nous apprenons, c'est que Thomas Klingler a montré à quel point le français de la Louisiane se présente au moins comme une fenêtre vers le français colonial. Parce que ça nous permet de comprendre à quel à quelle variété de français les populations serviles ont été exposées et pour qu'on ne devrait pas être surpris de voir tant de différences entre le créole et, selon les comparaisons traditionnelles, le français standard. Le français standard ne devrait pas être ce à quoi le créole devrait être comparé. Et si vous mettez les choses en perspective, c'est depuis plus d'un siècle qu'on fait ça et combien de temps on a gaspillé pour arriver à de fausses conclusions. J'apprécie beaucoup aussi la présentation de Katia Plog parce qu'elle a souligné l'importance de revoir ce qui a déjà été fait avant nous. Et pour ceux d'entre nous qui ont adopté l'approche uniformiste, on ne doit pas être surpris. Hugo Schuchat avait déjà formulé des idées, bien que sur des données bien limitées, à nous encourager à réfléchir autrement sur les créoles, et surtout qu'il a eu le courage d'écrire contre les préjugés très racistes qui représentaient les non-européens comme des moins humains, des créatures moins évoluées mentalement et anatomiquement, et certains écrits des philologues français en particulier, des gens qui avaient un esprit enfantin. Et c'est à ça qu'on résiste. Dans la présentation de Hugo Cardoso, ce qui m'a frappé particulièrement, c'est la façon dont on devrait commencer à parler de substrat. On a toujours mis dans la position des langues substratiques des langues non européennes. Et ici, quand on voit l'histoire de l'évolution de la colonisation de l'Asie du Sud-Est, on voit que les Portugais ont précédé tous les autres Européens dans la colonisation de la région. Et en fait, les Portugais, au moment où les gens pensent que c'était le français la langue mondiale de l'époque, en fait, c'était le portugais la langue mondiale de l'époque, de façon pratique. Et même les Français ont utilisé le portugais et le français a été implanté à Pondichéry après le portugais. Donc, il y avait une sorte de portugais qui est déjà parlé. Les gens qui pensent à la relectification, ça, ce serait le terrain où on peut vérifier si la relectification est une hypothèse qui fait du sens. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne peut pas nier que l'indo-portugais, moi je n'aime pas parler de ces variétés-là en termes de créole, mais si l'indo-portugais n'a pas joué un rôle important en influençant les structures du français qui est parlé à Pondichéry. Okay. Et le travail de Constance Jungblut, je suis ça depuis quelques années, et c'est intéressant l'idée de Kust portugaise, parce qu'en fait, les relations, comme j'avais souligné pendant mes cours la semaine passée, les relations étaient particulièrement intimes. Il n'y avait pas tellement de ségrégation résidentielle. Les Européens dépendaient du petit nombre d'Africains avec lesquels ils ont interagi sur la côte. Et les comptoirs étaient plus ou moins des
comme on dit en anglais, world city. C'était fermé. Et il y avait beaucoup de multilinguisme dans ces comptoirs. Et c'était un endroit où on pouvait trouver le plus grand nombre de maîtres de langue qui ont servi comme interprètes. Et en fait, Youngblood, Constance elle-même, elle parle de brokers, cultural brokers dans ce contexte. Et ce qui se passe, c'est que les gens ont appris par immersion les langues qu'ils voulaient apprendre. Et le portugais s'est imposé parce que le portugais est arrivé le long de la côte jusqu'en Chine et au Japon comme langue convenable de commerce. J'ai vérifié les histoires qui ont trait à British East India Company pour savoir pourquoi l'anglais est devenu tellement important dans la région. British India Company n'avait pas de politique linguistique. La politique linguistique, c'était d'encourager ses représentants à apprendre la langue qui fonctionne dans le pays. Et la solution facile, c'était d'apprendre des langues locales, bien que British India Company ait donné des fonds pour la création des écoles telles que SOAS ou d'autres écoles au Royaume-Uni, où on pouvait apprendre le sanskrit, l'arabe, le perse, le persan et autres langues importantes. Mais c'est seulement au début du 19e siècle, avec Babington Macaulay, Thomas Babington Macaulay, qu'on a commencé avec des Minutes on Indian Education. C'est là qu'on a eu l'idée que ce serait bien d'apprendre l'anglais aux enfants des élites dans le but de soustraire le pouvoir aux dirigeants nationaux et de créer une classe spéciale qui devait servir la colonisation. Et le papier de Eva et Kramer soulève la question de la complexité. Et ça, je trouve que c'est un des aspects les plus importants en créolistique aujourd'hui. On doit revoir ce que c'est que la complexité. La complexité, quand on la discute, c'est comme si plus une surface est peuplée d'éléments, plus la langue est complexe. Mais ça, ce n'est pas la complexité. Et on parle de la complexité comme si la langue consistait seulement des mécanismes d'expression et qu'on ne devait pas faire attention à l'autre partie d'une langue, là où on doit gérer la signification et tout ça, et comment la signification est connectée à la complexité. Et quiconque connaît comment la complexité est discutée en sciences maintenant devrait dire la linguistique est en retard parce que nous faisons encore la physique de Newton alors que les gens font une physique d'émergence. Et la complexité, c'est surtout en termes d'interaction entre les différentes parties de la langue. C'est comme si on pouvait dire à quelqu'un, voilà cette machine, ça a la forme d'un ordinateur, donc c'est nécessairement un ordinateur s'il y avait seulement l'infrastructure là-dedans, mais pas d'algorithme. OK? Ce n'est pas un ordinateur s'il n'y a pas d'algorithme qui utilise cette infrastructure pour faire le travail qu'un ordinateur doit faire. Et Fabiola Henry a soulevé la question de la nature réelle de la langue lexificatrice. Et on ne doit pas voir ça en termes de simplification ou quoi que ce soit. La langue lexificatrice n'était pas uniforme, c'était variable. On doit faire attention à tous ces éléments. Et dans le domaine des inflexions qu'elle a discuté, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que dans mon papier qu'elle a cité de 2015, j'ai répondu à McWhorter en lui disant, au lieu de parler de simplification, comme on le dit en anglais, il faut parler de typological realignment.
C'est-à-dire qu'on part d'une certaine typologie à une autre typologie. Et ce qu'il faut expliquer, c'est comment ce genre de changement peut se faire, quels sont les facteurs qui influencent ce genre de changement. Et Daniel Véronique a aussi soulevé une question très importante en créolistique concernant la grammaticalisation. À un moment, on disait contact-induced grammaticalization, comme s'il y avait des processus de grammaticalisation qui étaient indépendants des contacts. Mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est le fait que la trajectoire pour arriver à une forme grammaticalisée peut ne pas être directe. Qu'il y a des moments d'ambivalence où on ne sait pas exactement comment un morphème particulier doit être interprété. Et il y a assez d'ambiguïté dans les documents historiques que nous découvrons. Et nous ne sommes pas là, nous ne pouvons pas recréer les locuteurs pour qu'ils nous expliquent évidemment ce qu'ils avaient en tête. Ce que nous faisons un peu de guesswork, on devine, et on doit aussi être nuancé en articulant nos affirmations, nos interprétations. Kofi Yako, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous montre que tous les péchés ne doivent pas émerger du contact direct entre une langue coloniale européenne et les non-européens. Et en fait, ici, il ressuscite d'une certaine façon ce que Robert Chaudenson a présenté comme créole de seconde génération. On pourrait parler de créole de troisième génération, et ainsi de suite. Et il a bien articulé les conditions dans lesquelles ce genre de diffusion a eu lieu par rapport au créole. Le créole, nous, les linguistes, on traite ça comme créole. Pendant la période coloniale, c'était devenu un instrument très utile pour l'expansion coloniale britannique. Et c'est pas par hasard que c'est au début du 19e siècle que cela commence, parce qu'au début du 19e siècle, c'est la période aussi où les nations européennes sont en conflit les unes entre les autres, et elles avaient découvert à quel point on pouvait profiter des ressources matérielles en Afrique pour l'évolution, le développement de la révolution industrielle. Et chacun voulait avoir sa partie et tout ça. Donc, tout d'un coup, créole pouvait être interprété comme une forme d'anglais et qu'on pouvait mieux travailler avec les gens qui parlent créole qu'avec les gens qui parlent les langues autochtones. Et beaucoup de créoles ont servi comme colonial auxiliaries, des auxiliaires coloniaux. En fait, aussi, les créoles étaient des grands entrepreneurs. Ils ont eu ils se sont investis dans le commerce. Et là aussi, on voit à quel point la valeur économique, Kofi a aussi souligné, peut permettre à une langue de se diffuser. Et puis, il a articulé bien d'autres facteurs, y compris la culture populaire et tout ça. Pour les gens qui étudient les langues en danger, la culture populaire est un facteur très important dans le maintien de certaines langues. Et Florence Villouin, en nous parlant de suffixation, j'étais content de savoir qu'il allait dans la même direction que Michel Degraff dans sa longue réponse à John McWhorter, c'est 90 pages, je pense, où il a démontré qu'il y avait beaucoup de dynamisme intérieur dans le créole haïtien. Peut-être un morphème, non, la forme du morphème est française, mais l'interprétation du morphème n'est pas nécessairement française. Mais aussi, ce dont on doit se rendre compte, c'est seulement question d'emprunter quelque chose ou hériter quelque chose et le reformuler. Quand une langue émerge, il y a des dynamismes internes qui font du travail aussi. Et c'est comme ça qu'elle a eu le courage de dire, par exemple, que l'évolution du suffixe ion en créole
a eu lieu avant l'évolution du suffixe ion, la même forme en français, mais de façon différente, et les interprétations ne sont pas exactement les mêmes. C'est encourageant de savoir que quand on doit parler des créoles, on ne doit pas seulement parler de l'influence substratique ou de l'influence de l'héritage de la langue lexificatrice, qu'on devrait faire aussi attention aux mécanismes intérieurs de la langue qui génèrent ces... Nous, en linguistique, nous voulons parler de... comment est-ce que j'ai appris ça quand je faisais la syntaxe significant generalization? Ce sont des choses qu'on peut remettre en question. Si on est familier avec la théorie d'émergence, on veut parler de emergent patterns. Et ce qu'on voit dans le cas des créoles, ce sont ces emergent patterns que les locuteurs eux-mêmes peuvent exploiter pour générer certaines choses qu'on ne peut trouver ni dans le substrat, ni dans la langue lexificatrice, mais qui doivent être reconnues comme jouant un rôle important dans l'émergence des grammaires du créole. Anania Kabir nous fait aussi une bonne démonstration de comment certaines histoires qu'on pourrait retracer, soit simplement à la population colonisatrice ou simplement aux populations dites substratiques, ne sont pas aussi simples. Il y a un phénomène d'hybridation là-dedans qu'on ne peut pas ignorer. C'est en fait pour ça que dans mon commentaire, j'ai soulevé cette histoire des contraintes exercées par les musiques, parce que dans mon expérience comme Africain, là où le tambour est au devant de tous les instruments, on reconnaît facilement l'influence africaine. Mais là où le tambour est dans le background, c'est un jeu tout à fait autre. Ce n'est pas nier l'influence des systèmes africains, des pratiques africaines, mais c'est question de voir dans quelle mesure les influences africaines ont modifié l'usage des instruments qui ne sont pas africains pour produire une musique nouvelle. Et dans le cas de Maurice, comme dans le cas, par exemple, de Trinidad, nous sommes dans une situation où la population indienne devient majoritaire. Mais seulement en question de musique, Trinidad n'a pas produit les Sega, Trinidad a produit les Calypso, et dans tous les deux cas, beaucoup d'experts vous diront que c'est à cause de l'Afrique, mais ce n'est pas à cause de l'Afrique d'une façon uniforme, ce sont des choses qu'on devrait revoir. Donc c'est un nouveau domaine à explorer et j'encourage beaucoup Anania à continuer à faire ce travail. C'est aussi un domaine où, en matière d'hybridation, nous avons vraiment à nous commettre à des dialogues transdisciplinaires pour apprendre les uns des autres. Et plus je connais des gens qui font des choses comme ça, moins je suis sûr que nous, les linguistes, avons le privilège de définir ce que c'est qu'un créole, si cela est nécessaire, sauf pour des raisons historiques. Et Michel Desgraves, ça c'était, comme on dit, putting the cream on the cake, avec beaucoup de choses. Et ce qu'il a vraiment rendu très évident, c'est à quel point Suzanne Sylvain pouvait être confuse. La première fois où j'ai parlé à Michel sur Suzanne Sylvain, j'ai dit, Michel, c'est bizarre, quand je lis le livre de Suzanne Sylvain, on dirait que je lisais quelque chose par Hugo Schuckardt. Et ça me choque que la conclusion soit tellement en contraste avec tout ce qu'il y a là-dedans. Et voilà, il a clarifié pourquoi. Et pour les jeunes qui sont ici, vous devez avoir le courage de discuter avec votre maître de thèse pour ne pas accepter tout ce que lui ou elle suggère devrait être la bonne interprétation. Parfois, le maître est mal informé ou mal guidé, et donc on doit être très sage. Mais aussi, c'est la question de decolonizing knowledge qui est vraiment au centre
de la communication de Michel. Et je veux rassurer les gens, decolonizing knowledge ne signifie pas on n'accepte rien qui vient de l'Europe ou de l'Occident. Decolonizing knowledge, à mon avis, devrait être dans le sens de déconstruction, comme Derrida l'a proposé. Et quand on lit Derrida, on se rend compte qu'il ne voulait pas dire rejeter toutes les analyses que vous avez vues et que vous devez, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. C'est question de décortiquer les choses, entrer dans les détails et voir ce qu'il faut retenir et ce qu'il ne faut pas retenir. Et ce qu'il ne faut pas retenir, avec quoi est-ce que vous pouvez remplacer ça et tout ça. Donc, établir un dialogue entre les idées les reçues et les données auxquelles on a accès et pouvoir expliquer les choses d'une façon qui fait beaucoup plus de sens. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous écouter si vous n'êtes pas un des intervenants. Et pour les intervenants, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait plaisir. Je suis désolé que les contraintes budgétaires du Collège de France ne nous aient pas permis d'avoir ce genre d'entretien en 2 jours plutôt qu'en 1 jour, parce qu'on aurait vraiment eu beaucoup plus de temps pour discuter les choses. Mais en même temps, on doit être très reconnaissant, moi particulièrement au Collège de France, pour m'avoir nommé comme à la chaire Monde francophone pour cette année. Je suis particulièrement au professeur Luigi Risi qui est ici parce que c'est lui qui a soutenu ma nomination, qui l'a sponsorisée. Et voilà. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion. Et voilà, quand on se plaint qu'il n'y a pas assez de justice, il y a des surprises. Et ça, c'est le cas pour aujourd'hui et pour les 3 mois que je viens de passer ici au Collège de France. Voilà. Et je prononce le colloque terminé, clos, et c'est la fin aussi de ma chaire. Voilà. Merci.